Grimoire chromé, chapitre 5. Le glyphe. Attention! Aurel tourne la tête. Au même moment, la balle siffle à son oreille, emportant ses cheveux dans le vent de sa course. Qu'est-ce que tu fous? Son partenaire en combinaison intégrale est hors de lui. Bouge le fer! Bouge! Recroquevillé derrière son bouclier, il dévie une autre balle qui gicle dans un rebond vicieux. T'attends quoi, bordel? Attrape-en une! Aurel a enfin le déclic, la décharge qui le réveille en plein combat. Il s'est laissé saouler par le fracas ambiant et les chocs répétés. Il a perdu quelques secondes le contact avec la réalité. Il est urgent d'évaluer la situation. Autour de lui, gronde le chaos. Des dizaines de balles rebondissent en tous sens, rapides comme des missiles, mortelles comme des flèches. Il sent l'odeur d'un orage sur le point d'éclater. Il sent aussi celle de la peur et du métal. Il entend des cris, le sifflement des projectiles, des ululements suraigus. Rouge, sang et noir brut dominent le décor. Toutes ces informations tombent en même temps, noient ses sens, son esprit. Il essaie de canaliser les agressions, se force à les ordonner. Il faut absolument en faire une image qui a du sens. On les a virtuellement parachutés dans la vallée de feu, en pleine éruption volcanique, un décor noir de suie et rougeoyant de lave. Le 7e cercle des enfers. Telle est l'épreuve choisie par le juge. La simulation est à ce point réaliste qu'il sent la chaleur du magma et du sol les tremblements sismiques. Les ululements sont ceux des harpies, gardiennes des lieux. Elles volent dans les nuages de cendres pour en surgir comme les spectres d'un cauchemar. Leurs griffes déchirent les chairs et happent les balles au vol pour les renvoyer aussitôt. Leurs visages féminins hurlent des cris de haine pure. Sur les 8 participants en compétition, il ne reste déjà plus que 3 binômes, en comptant le leur. Son partenaire fait au mieux pour les protéger derrière son bouclier, un lourd pavois qu'il manie efficacement. 2 battements de cœur ont été nécessaires à Aurel pour dresser le tableau de la situation. C'est long, bien trop lorsque sa vie en dépend. Une douleur terrible anesthésie son épaule gauche. Elle irradie vers sa main et sa poitrine. Du coin de l'œil, il voit sa cuirasse changer de couleur, signe que la marque est validée. En esquivant les serres d'une harpie qui fond sur lui, il se demande s'il a déjà été frappé ailleurs. Derrière lui, l'animal monstrueux reprend de l'altitude, saisit la balle qui vient de rebondir sur lui, la renvoie dans son dos. 2 touches, coup sur coup! Exulte le régisseur. Sa voix résonne dans tout l'apologium, annonciatrice de mort. La paire Aurel Curtis est en mauvaise posture. Le binôme est au pied du mur. Encore un coup dans la dernière cible de son torse, et c'est l'élimination! Il est temps de reprendre la situation en main. Curtis, reste devant moi. Aurel remercie en silence l'alguazil de lui avoir donné le nom de son partenaire. Puis, il se plaque à son défenseur, le ventre contre son dos. Hé, qu'est-ce qui te prend? Tant qu'on reste soudés, mon torse est intouchable. Pigé. Curtis se tasse derrière son bouclier, frappé par 3 nouvelles balles lancées en salve. Il sonne comme un tambour. Mais c'est pas comme ça qu'on va gagner! D'abord, on élimine la concurrence. Aurel observe les alentours, par-dessus l'épaule de Curtis. Des petits coups d'œil vifs, sans jamais perdre de vue les harpies tournoyantes. Eux d'abord. Il désigne le guerrier à barbe rousse qui fait équipe avec la femme aux cheveux mauves. Grâce à son armure dotée d'ailes, la guerrière dispute en plein ciel les balles aux harpies. Se servir à la source est une vraie bonne idée, d'autant que les chimères sont focalisées sur les concurrents, pas sur ceux qui volent autour d'elles. La menterie a cependant du mal à se diriger. Son armure ne fonctionne pas correctement. Ses générateurs clignotent, comme s'ils allaient tomber en panne. Ok, plan d'attaque? Aurel tend le doigt par-dessus l'épaule de Curtis, guidant son regard. Barberousse accompagne la fille pour lui laisser du mou quand elle manœuvre. Tu le bloques et elle se retrouvera au bout d'une laisse. Reçu! Action! Sans prévenir, Curtis se lance dans un mouvement tournant. Aurel calque sa foulée sur la sienne, gardant le contact pour protéger sa dernière cible. La technique serait plus efficace s'ils avaient pu s'entraîner, quoique l'engouement pour l'abalition repose en partie sur la spontanéité et l'improvisation des participants. D'ailleurs, les encouragements fusent, spectateurs et hologrammes se déchaînent, huant et soutenant à la fois. Dans la confusion et le vacarme, difficile de garder une vue panoramique, surtout lorsqu'on a la tête levée la moitié du temps. Barberousse ne les voit pas foncer dans son dos. La femme aux cheveux mauves, elle, repère le danger. C'est un autre avantage de sa position aérienne.
Elle s'empare d'une balle qui vrille dans son gant pour en être aussitôt expulsée. Concentré sur sa cible, Curtis n'interpose pas son bouclier. La balle frappe l'épaule d'Aurel sans marquer de points supplémentaires. La douleur est malgré tout cuisante. Aurel fait jouer son bras. Il ne doit pas le laisser s'ankyloser. Ils ne sont plus qu'à 20 coudées de Barberousse. La femme s'entête dans sa stratégie. Elle intercepte une autre balle juste avant qu'une harpie ne l'attrape, lui donne de l'effet et vise la poitrine d'Aurel. Gavé d'adrénaline, il anticipe cette fois l'attaque. Il saisit le projectile avec son gant, mais celui-ci rebondit aussitôt. L'attrapeur ne permet pas de conserver une balle, seulement d'en orienter la course. Aurel prend note de l'information. Cheveux Mauve retente sa chance. Elle ne pense pas à prévenir Barberousse, qui, au fond, n'est pas vraiment un partenaire à ses yeux. Erreur. D'une violente ruade de l'épaule, Curtis le frappe avec son bouclier. Le guerrier a vu venir le coup, mais trop tard. Il tombe à la renverse. Curtis lui atterrit sur le ventre. Aurel accompagne en danseur le mouvement, effectue une volte sur le dos de Curtis et se retrouve, ventre à terre, au niveau de la tête de Barberousse. Il enroule sa chaîne autour du cou du guerrier et tire. Barberousse tente une ruade, mais Curtis le bloque sans pitié sous son bouclier. Sans relâcher la tension, Aurel le frappe à plusieurs reprises sur la gorge jusqu'à lui écraser la trachée artère. Il n'a pas le temps d'attendre que l'autre s'étrangle. Il meurt sans l'avoir compris. Dans les airs, Cheveux Mauve essaye de s'éloigner. Retenue au poignet, elle se retrouve tel un appât au bout d'une corde. Mobile, elle pouvait s'écarter des harpies. C'est devenu impossible maintenant que son champ d'action se trouve réduit. Elle s'agite en criant de rage. Nouvelle erreur. Leur attention attirée, les harpies convergent vers Cheveux Mauve, qui se fige enfin, mais trop tard. Pendant un instant, la scène suspend son vol. La menterie, Aurel et Curtis, le public, retiennent leur souffle dans l'attente de la réaction des harpies. Dans un même mouvement, elle se rue sur Cheveux Mauve et la dépaisse dans une effusion de sang et de tripes. Aurel se trouve juste en dessous du carnage. Il enterre sa tête dans le sable pour protéger ses yeux du déluge. Les boyaux tombent autour de lui dans un bruit de cordes mouillées. Le sang l'agresse de son odeur métallique. Puis, c'est le choc sourd du cadavre qui tombe au sol. Il se soustrait à la pluie sanguinolente une seconde de plus. Une seconde de trop. Merci pour le cadeau. La voix est flûtée, presque joyeuse. L'autre père, encore en lice, se tient debout devant eux. Derrière la mage de l'eau se découpe le mutant, aux muscles hypertrophiés, une silhouette si grande et large qu'elle noie l'archante dans son ombre. Vous êtes bien aimable. Allongés au sol, dominés par leurs adversaires, ils sont perdus. Aurel protège toujours sa cible ventrale, plaquée contre le sable, mais il y a d'autres moyens de gagner. La mage lève son bouclier, l'abat dans le dos de Curtis, qui se plie de douleur. Le coup est si violent qu'il brise plusieurs des fioles fixées sur sa combinaison synthétique. On croirait qu'il se vide d'un sang bleu. Aurel n'a qu'une fraction de seconde pour réagir. Plusieurs balles tombent autour de lui. Des balles relâchées par les harpies qui ont besoin de leur serre pour se disputer les morceaux de chair arrachés à Cheveux Mauve. Il en cueille une avec son gant, mais elle est aussitôt expulsée sans élan. La mage qui le surplombe la dévie sans effort. « Je t'en supplie !» implore Aurel. Il tend sa main gantée devant lui, protection dérisoire. L'archante la frappe sans pitié du tranchant de son pavois en pesant de tout son poids. Exactement ce qu'Aurel espérait. Au dernier moment, il bouge le bras pour que l'attrapeur encaisse seul le choc. Le gant de force éclate en morceaux, libérant sa main. Aurel enchaîne sans attendre. D'un coup de coude porté au plexus, il coupe le souffle de la mage penchée sur lui. D'un balayage, il la fait tomber au sol. Dans le même mouvement, il se met sur son genou gauche, prêt à bondir. Puis, il tend sa main libre vers une balle. Il sait ce qui va suivre. Si les gants existent, ce n'est pas seulement pour les empêcher de viser correctement, c'est avant tout parce que les balles sont chargées d'énergie pour gagner en vitesse et en puissance. Les organisateurs ont poussé le vice jusqu'à impliquer les spectateurs dans le processus. Chacun peut augmenter ou réduire la charge depuis son siège en activant une simple commande. Le niveau final est la synthèse des votes du public. Tous les joueurs d'abolition le savent, attraper une balle à main nue est une véritable torture. Aurel prend une courte inspiration avant de bloquer son souffle. Il saisit la balle. C'est un coup de fouet, un torrent furieux de douleur électrique, une insupportable agonie.
La souffrance transforme ses nerfs en instruments à cordes qui entament un opéra endiablé. Tétanisé par le supplice, son corps s'arque au point qu'il est remis debout par ses jambes raidies. Sa main brille comme s'il tenait les 2 soleils d'Artélium entre ses doigts. Tout ça doit sortir, impossible de le contenir plus longtemps. Chat! Un cri primal s'extirpe de sa gorge, tel un mort-vivant s'arrachant à son cercueil. Plus qu'un hurlement, c'est une vocifération bestiale, inhumaine de torture. Dans le public, on s'échine à voter à la hausse ou à la baisse. La hausse l'emporte largement. Lâche, 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 lâche. Aurel s'y refuse. Il abandonne le contrôle à ses instincts primaires. Son bras troue l'espace devant lui. La balle s'écrase contre la joue de la mage, sidérée par autant de stupide bravoure. Sa mâchoire est aussitôt inondée d'une décharge d'énergie. L'arcante est loin d'être aussi endurante que lui. Elle s'effondre en hurlant, les yeux exorbités. Aurel se précipite vers le colosse qui se tient juste derrière elle. L'imposant Mantri lance son bras aux muscles augmentés, aussi destructeur qu'un menhir jeté par un troll. S'il touche au but, il le tue sur le coup. Aurel se jette au sol. Le poing caresse son crâne d'un cheveu. Il plonge en acrobate entre les jambes du mastodonte, pivote d'un élégant mouvement de jambes et se relève dans son dos. Il n'a toujours pas lâché la balle, ni arrêté de hurler. D'un arc splendide du bras, il frappe la cible dorsale qui s'allume. Il prend appui sur l'arrière du genou de son adversaire, saute et lui ceinture le cou de son bras gauche. Il doit s'y reprendre à 2 fois, gêné par la chaîne. Nouveau geste de la main vers l'épaule gauche cette fois. Nouvelle touche. Reste le plus dur, la cible ventrale. D'un jet de pied, Aurel essaye de passer ses jambes par-dessus l'épaule du géant pour basculer de l'autre côté de son torse. Mais son corps le trahit. Il est à bout de force. Il s'effondre sur le sable. Il vient de laisser passer sa chance. Tout est perdu. Il peut enfin lâcher la balle. C'est une maigre consolation, mais un immense soulagement à la limite de la jouissance. Ça n'a jamais été aussi bon de s'allonger sur le sable d'une plage éternelle, le torse qui s'offre au ciel, les bras en croix, le nez mussé dans le bleu azur de l'été. Il va très vite mourir, terrassé d'un seul coup de poing par le monstre. Le public exulte, l'alguazil tonne. Au moins leur a-t-il offert un beau spectacle. La mort t'appelle, on dirait. Curtis lui tend la main, fait mine de l'aider à se relever. L'autre monstre était déjà touché devant. Tu as frappé les 2 dernières cibles. On a gagné, danseur. L'ombre dans son regard trahit ses pensées véritables. En temps normal, Aurel aurait anticipé ce qui va suivre, mais il est trop épuisé. Il voit venir trop tardivement les 2 coups vicieux de bouclier dans le foie, qui lui mangent le souffle et plient ses intestins. L'apologium ne couronne qu'un seul vainqueur. Bientôt, la chaîne qui les relie tombera, alors la lutte finale s'engagera. En attendant, Curtis triomphe et Aurel récupère. Le Forgotten sait que s'il reste allongé, il est définitivement mort. Sauf qu'en vérité, au fond de lui, il comprend que son sort est scellé. Il est vidé, sec, déviandé du dedans, récuré comme les égouts de Mantris, aussi faible qu'un mage coupé du prana depuis des mois. Sa vue se trouble, il a du mal à faire le point. Il se contente d'entendre le public de Mantris qui savoure la victoire par anticipation. Il écarquille ses yeux, se force à voir la mort en face. Entre ses pieds, la loge royale se dessine. La silhouette de la Malka se dresse. Il jurerait qu'elle est debout devant son trône et qu'elle tend le pouce, mais il ne sait pas si c'est vers le haut ou vers le bas. Flotte sa tête, elle part. La reine est soudain couverte de brouillard. Il casse sa nuque pour regarder vers la loge et là, il voit Isalis dans sa robe princière. Il la voit lever le pouce vers le ciel et lui sourire dans sa splendeur. Il voudrait l'embrasser une dernière fois, croquer la baie de ses lèvres. Isalis. Tu implores ton primus, danseur. C'est quoi ton arcome? L'air? Aurel se tourne sur le côté, s'y prend à 3 reprises mais finit par se relever péniblement. Chancelant, il doit poser les mains sur ses genoux pour ne pas retomber. Un haut-le-cœur lui tord les boyaux, si violent qu'il vomit par la bouche et le nez. Sa gorge, déjà en feu pour avoir trop hurlé, est littéralement décapée par la bile acide. Il ouvre ses paupières collées de pus et à travers le sable, il voit sa mère attachée en croix sur un filet vertical, en plein vent. Sa peau a été entaillée, au sein,
au ventre et aux jambes, et les plaies laissées ouvertes, béantes, tenues écartées avec des morceaux de bois. À chaque rafale, le corps se remplit de terre et de sable. Elle est encore vivante. Aurel s'approche. Il a 5 ans. Il voit juste qu'elle essaie d'articuler avec sa bouche pleine de vent, pleine de déchets qui volent. Elle dit « Tue-moi !» Quoi? Tu me donnes des ordres maintenant? Je vais t'obéir, crois-moi, je suis un brave garçon. J'adore faire plaisir. Curtis harangue la foule en agitant ses bras, marchant sans vergogne sur les corps inertes des gladiateurs raides, allumer leurs cibles, à glacer leurs cuirasses et les a pétrifiés. Aurel se souvient. Il se souvient de la dague qu'il a prise dans sa petite botte d'enfant. Il se souvient qu'il a dit « Excuse, maman ». Il se souvient au bout qu'il s'est fait une promesse à tenir jusqu'à sa mort et au-delà, où qu'il aille ensuite. Cette promesse, c'est de rendre l'honneur à sa mère, de venger le rift tout entier à travers elle, éternellement. Une poussée de rage le réveille, il se ramasse en boule. La bonne nouvelle, c'est sa main. Il imaginait sa paume brûlée jusqu'à l'os, la chair devenue croustillante comme un pain oublié au four. Pourtant, elle est intacte, la douleur n'a incendié que ses nerfs. Il se redresse, manque de tomber en arrière, se stabilise péniblement. Il se mouche le nez d'un coup de tremblant. Tu peux, Aurel. Respire. Vicieux, Curtis tire régulièrement sur la chaîne pour déstabiliser son futur adversaire, l'empêchant de reprendre des forces. Sur ses gardes, le mantri ne le lâche jamais des yeux. Aurel n'a plus les ressources pour un autre combat. Curtis peut compter sur ses étranges capsules bleues, un joker qu'il utilisera dès que la chaîne les libérera. Lui n'a que la dague glissée dans sa botte, comme lorsqu'il avait 5 ans. Il n'a aucune chance. Il a encore moins le droit de perdre. À 100 toises de lui, la Malka reçoit sa souffrance en plein ventre. Elle a l'impression que ses narines se bouchent. Il y a quelques instants, les ondes d'Aurel étaient tressées, si serrées, si vrillées, qu'il n'était plus qu'un câble de douleur. Soudain, quelque chose se passe, parcourt son corps, se désenroule, se remet à battre, à pulser. Elle ne comprend pas comment c'est possible. Elle se prend à vouloir l'aider, ce qui semble absurde. La révulse le mantri, son arrogance et son vice, sa totale absence de noblesse, sa façon de tricher en ne laissant pas récupérer ce guerrier dont Solis admire la grâce inattendue et l'agilité fauve. Il ne faut pas qu'Arcante perde, parce qu'avec l'attaque surprise de Mantris sur la muraille et une défaite à l'Apologium, Solis sait déjà que les dynastes feront tout pour lui retirer sa couronne. Sur une impulsion, elle se lève pour marquer son soutien, pour encourager ce danseur qui valse avec la mort. Dans l'arène, une bourrasque lève un petit tas de sable accumulé contre un gladiateur mort. Un nuage blond aveugle un instant Curtis qui détourne la tête. Solis ne sait pas s'il existe un lien entre son geste et le vent, entre sa concentration et son désir, mais il y a cette rafale. Aurel en profite pour se saisir d'une dague glissée dans sa botte, sans que le mantri s'en aperçoive. C'est terrible de mourir comme ça. Il n'a pas démérité. Lâche Hannibal, dégoûté par la défaite certaine. Il va vivre, Murmure Solis en réponse, pour elle-même. Dans les brumes de son épuisement, Aurel prend conscience qu'il est au cœur de la décision. Il est même la putain d'aiguille qui va choisir de quel côté la balance va pencher. S'il perd, Mantris triomphe, et les Forgotten continueront de se nourrir dans la décharge de la cité-continent. S'il gagne, mais échoue à se rapprocher de la Malka, Arcante maintiendra sa botte posée sur la nuque du Rift, faisant valoir la supériorité de sa magie chez ces bouseux de Forgotten privés de prana. S'il gagne et renverse Solis, alors c'est le Rift qui s'impose. Enfin les Forgotten retrouveraient leur rang et leur fierté. Sa mère connaîtra enfin la paix qu'elle attend dans les limbes, là où son âme torturée erre et vibre. Aurel n'a plus de choix à faire. Il a juste un devoir à accomplir. Maintenant. Galvanisé par sa détermination raffermie, le Forgotten brandit un poing soulevé par son inébranlable volonté, un mouvement brusque qui le fait vaciller. Il retombe au sol. Il convulse, expectore un filet de bile aussitôt bu par le sable brûlant. Il refait l'effort de se relever, titube comme un ivrogne, retombe au bout de 3 pathétiques enjambées. « Allez mec, ruine pas mon triomphe !» lui glisse Curtis sans abandonner le large sourire qu'il adresse à la foule. Canal numéro 5. Arax, chef des opérations. Roma.
97% pour Curtis, mes amis, ça devient ridicule de parier. J'espère que vous avez une belle exigence à formuler à la Malka, ordonnateur. C'est le moment d'enfoncer le clou, enfin le pieu. L'ordonnateur n'arrive pas complètement à se détendre. Est-ce parce qu'il déteste la violence gratuite ? Par superstition ? Parce que 3% de probabilité de l'emporter reste 3% de chance pour l'Arcante, aussi laminé soit-il ? Une minuscule chance sur 33 ? Il se trouve honteux de douter. Il se force donc à sourire et à plastronner comme l'élite de son camp mentrie. C'est une question de secondes. Ils ont gagné. Vautré au sol, Aurel jette son bras pour essayer de se retourner. S'il parvient à s'agenouiller, peut-être pourra-t-il se remettre sur ses jambes. Peut-être. Peut-être pas. Un picotement au poignet annonce la proche libération des deux partenaires. C'est le compte à rebours qui commence. L'égrainement inéluctable de ces derniers instants. La chaîne tombe, alors qu'Aurel est tout juste sur ses genoux. Curtis balance sa jambe en avant, son pied le cueille au menton, manquant lui briser la nuque. Le Forgotten s'étale sur le dos. Devant lui, Curtis a un étrange mouvement, comme un énorme frisson qui secoue tous ses membres. Les fioles se vident, saturant son organisme de Biyoost, un produit dopant high-tech. Aurel caresse l'espoir fou que le Rift empêche la technologie Meditech de fonctionner correctement. En vain. Sous la combinaison, les muscles se tordent en faisceaux de câbles toujours plus épais. La peau ondule comme si elle abritait un nid de serpents furieux. Les pupilles se dilatent, l'iris monte vers la paupière supérieure pour se réduire à un croissant de lune. Curtis est en plein trip. Les Meditech l'ont prévenu. Le Blue Dream provoque un flash d'une seconde, pas plus. Impossible de faire plus court sans cramer le système nerveux. Pendant ce bref laps de temps, il ne sera pas maître de lui. Son corps et son esprit seront entièrement sous la coupe du Blue Dream. Après ça, le Biyoost le rendra plus rapide, plus fort, plus endurant, plus tout. Un surhomme. Une petite seconde, c'est trop court pour que son adversaire en profite. Sauf que quelque chose ne fonctionne pas comme prévu. Le flash dure finalement 3 secondes. Aurel ne lui en laisse que 2,5. Le temps qu'il lui faut pour que sa dague, discrètement récupérée, traverse l'espace qui sépare sa main de l'œil du camé. C'était du moins le plan. Au final, il manque son tir et le touche à la gorge. Il s'en contentera. Aurel ne commet pas la même erreur que son adversaire. Il ne se satisfait pas de croire que son opposant est hors de combat. Il s'en assure. Il se lève en serrant les dents, chancelle jusqu'au mentris. Du sang exude de ses lèvres. Ses yeux, dont les pupilles ont dévoré l'iris, sont écarquillés de surprise plus que de douleur. Son corps convulse, forçant le sang à sourdre autour de la lame plantée dans son cou. Aurel lacère la gorge avant d'arracher la dague d'un coup sec, libérant un véritable geyser d'hémoglobine. Au prix d'un terrible effort, il retourne Curtis, le met sur le dos, place ses bras dans le prolongement de sa tête, écarte en V ses jambes raides. Satisfait, Aurel s'avachit plus qu'il ne s'assied sur sa victime, une jambe de chaque côté. De la pointe du couteau, il déchire sa combinaison. La peau du ventre de Curtis ondule. Elle est parcourue d'une myriade de vers qui cherchent la sortie, agonisant à force de ne pas la trouver. Aurel doit se dépêcher. Il sent qu'il va bientôt défaillir. Il trace avec la dague des entailles à la poitrine, au ventre et aux jambes. Il écarte les plaies d'une torsion de la lame, les fait béantes avant de les remplir de sable. Les blessures tracent un dessin, écarlate et ocre mélangés, suppurant de souffrance et de haine. Aurel est fier de lui. Il a réussi à faire passer son message, même s'il est le seul à le comprendre. Il attrape le collier de cuir qui pend au cou de Curtis. Il doit s'y reprendre à 2 fois à cause de ses doigts blessés et poissés de sang. Il tire d'un coup sec et récupère l'ambre chatoyant. Il faut qu'il se lève, sans quoi il va s'évanouir. Aurel ne voudrait pas gâcher la fête. L'Apologium attend son vainqueur. Pour se donner du courage, il s'essuie la bouche du bras, dessinant un sourire pourpre qui s'étire d'une oreille à l'autre. Il se met péniblement debout, oscille sur ses jambes chancelantes. Dans l'arène, le silence est de plomb. Un mutisme horrifié a saisi le public. Arcante a perdu sa voix. Mantris a perdu ses couleurs. Aurel écarte ses bras maculés des mains jusqu'au coude. Il rit, ses lèvres étirées par le maquillage sanguinolent. C'est le signal qu'attend la foule pour laisser exulter sa joie dans un rugissement qui traverse tout l'Apologium. Aurel joue son rôle, harangue le public, l'exhorte à hurler davantage. L'ovation est unanime, vibrante d'un plaisir coupable.
Ils jubilent littéralement. Pour leur entrée dans la compétition, on peut dire que les Forgotten n'ont pas manqué de panache.